Bienvenue dans les récits extraordinaires de David, un podcast issu des Mindshift FR. Le petit livreur monte gaiement les marches du pavillon des Lancelins. Il connaît bien le numéro 6 de la rue Bruyère. Une fois par semaine, il vient livrer une pièce de viande, un rôti bien lardé, bien ficelé, au domicile de l'ancien avoué Lancelin qui vit avec sa femme et sa fille dans ce quartier chic du Mans. Au passage, le garçon boucher tire sur la queue du chat tigré qui miaule désespérément à la porte. Le chat sursaute et s'enfuit, le poil hérissé de colère. Du massif de fleurs où il s'est réfugié, il observe le gamin qui tire sur la sonnette en sifflotant. Il guette le chat, il sait que la porte va s'ouvrir et qu'il pourra bondir dans les jambes de la bonne et filer au coin de la cheminée du salon, se réchauffer les pattes. On est en février, il fait un froid dur et sec avec des relents de neige qui glacent ses moustaches. La porte tarde à s'ouvrir. Le gamin sonne de nouveau. Assez curieux, d'habitude, la cuisinière, le voyant arriver par la fenêtre, lui ouvre la porte, parfois, avant qu'il ait sonné. Elle est peut-être sortie, mais il y a la femme de chambre. Il tambourine à la porte sans résultat. Que faire? Il est 6 heures passées et il n'a pas fini sa tournée. Le chat l'observe toujours. Impossible de laisser le rôti, même sur l'appui de la fenêtre. Sans conviction, le gamin sonne une dernière fois. Décidément, il n'y a personne. Tant pis, les Lancelins ne mangeront pas de rôti demain. Et le petit livreur saute sur sa bicyclette et disparaît à grands coups de pédale. Le chat regarde toujours la porte. Il a toujours le poil hérissé. En y regardant de plus près, le chat comme la maison ont un air bizarre. Il y a de ces sortes d'immobilité et de silence qui sentent le drame. Mais il faut pour les remarquer ne pas être aussi pressé qu'un garçon livreur de 15 ans qui veut finir sa tournée. Derrière cette porte close, il y a des pièces confortables. Une cheminée éclaire le petit salon, où M. Lancelin a l'habitude de fumer son cigare après le dîner. Pour l'instant, il est à son cercle. L'intérieur semble désert. Aucune lumière. Et pourtant, 4 personnes l'occupent en ce moment. 4 femmes. 2 d'entre elles sont mortes. Les 2 autres se terrent dans une minuscule chambre de bonne, à l'extrémité d'un lit étroit. Leurs yeux sont hagards, leur souffle précipité. Elles se serrent l'une contre l'autre, terrorisées, car, un médecin légiste le dira plus tard, il vient de se commettre ici un crime sans précédent dans les annales, commis avec un raffinement de torture que l'on ne trouve que chez les peuples non civilisés. Il est 18 heures. Nous sommes le 2 février 1933. Un vent rigoureux a fermé les volets des maisons de la rue Bruyère. Calfeutrés au chaud près des cheminées ronflantes, les habitants de ce quartier résidentiel du Mans s'apprêtent à passer une tranquille soirée d'hiver. La façade du numéro 6, domicile des Lancelins, est sombre. Les fenêtres des 2 étages ne laissent filtrer aucune lumière, aucun signe de vie. Soudain, une lueur, faible, mouvante. La lumière d'une bougie que l'on promène dans le noir. D'une fenêtre à l'autre, sous les combles. La lumière va, vient, puis disparaît. C'est l'étage des domestiques. Depuis 7 ans, les 2 sœurs Papin, Christine, 28 ans, et Léa, 21 ans, sont au service du ménage Lancelin. Christine est cuisinière, sa sœur femme de chambre. Toutes 2 habitent au dernier étage de la maison, une petite mansarde à côté de la lingerie. C'est là que la bougie se promène, hésitante, projetant sur les murs des ombres gigantesques. Une main tient le bougeoir, celle de Christine, la cuisinière.
et cette main tremble. Dans le noir, à tâtons, la jeune fille traverse la lingerie, louvoyant entre les piles de draps, la table à repasser et les corbeilles de linge. Un instant, la flamme de la bougie éclaire le bas de son visage, et l'on distingue un menton épais, une lèvre proéminente, au-dessus d'une chemise de nuit. Hésitante, la main cherche l'interrupteur électrique, le trouve, l'actionne. Rien. Les plombs ont sauté, la maison reste dans le noir. Alors, la silhouette de la cuisinière se dirige vers la porte de la petite chambre, l'ouvre et pénètre dans la pièce minuscule. Sur le lit, une autre forme blanche, un autre visage presque identique au premier, celui de Léa, la femme de chambre. À voix basse, Christine interroge sa sœur. « Ça va ?»« J'ai peur, » répond Léa recroquevillée sur le lit étroit. Alors Christine pose le bougeoir sur la petite table de chevet et s'allonge à côté de Léa, la prend dans ses bras et lui parle dans le silence. Christine a toujours eu de l'ascendant sur sa sœur. Depuis sa naissance, elle n'a cessé de s'en occuper. Leurs parents divorcés les ont laissées très tôt au couvent du Bon Pasteur comme des orphelines. À l'âge de 13 ans, l'aînée fut placée comme domestique par sa mère, plus avide d'argent que de tendresse filiale. De place en place, Christine affirma un caractère difficile et dominateur. Instable, elle n'a retrouvé le calme que depuis son arrivée chez les Lancelin, il y a 7 ans. Elle a eu de la chance de pouvoir y faire engager sa jeune sœur, en âge de travailler elle aussi. Une affection étrange les rassemble et les isole du reste du monde. Une affection que Christine semble diriger, dressant, au-delà de la petite chambre des bonnes, une barrière infranchissable que leur patron ne devine même pas. De toute façon, maître et valet dans cette maison bourgeoise vivent en étranger. Leur seul rapport se limite aux ordres des uns et à l'obéissance des autres. Dans la grande maison noire, l'horloge du salon égrène 7 coups métalliques qui résonnent étrangement dans le silence. Au dehors, le vent s'est calmé. Le chat est allé chercher refuge dans la buanderie. À quelques minutes de là, M. Lancelin prend congé de ses amis au Cercle, où il vient de passer l'après-midi. Il est pressé de rejoindre la rue Bruyère, où doivent l'attendre sa femme et sa fille. Ce soir, ils dînent en ville, et il a promis de venir les chercher à 7 heures. À 7h10, il est devant sa porte. Bizarre. Aucune lumière. Elles ne sont peut-être pas rentrées. Quand les femmes vont faire les boutiques, elles oublient l'heure et M. Lancelin n'a pas de clé. Pourvu que les domestiques ne soient pas sortis, leur fenêtre n'est pas éclairée. Il tambourine à la porte, mais sans grand espoir. Là-haut, dans la mansarde, Christine et Léa sursautent. « C'est monsieur », dit Léa d'une voix étranglée. Christine ordonne « Chut !» Une minute passe. Au dehors, M. Lancelin tire sa montre de son gilet. Bizarre tout de même, le rendez-vous était pour 18h30. C'est lui qui pensait être en retard. Il recule dans la rue, lève les yeux et scrute la façade. Il ne saurait dire pourquoi, mais brutalement, une angoisse étrange le saisit. Et s'il était arrivé quelque chose? Cette fois-ci, il frappe à coups de poing sur la lourde porte de chêne, recule à nouveau et aperçoit tremblotante à l'étage des domestiques la lueur d'une bougie. Il y a donc quelqu'un? Mais ce quelqu'un ne vient pas ouvrir. Alors, un peu affolé, M. Lancelin s'éloigne précipitamment, il va chercher son beau-frère qui les attend pour dîner. Il espère que le pressentiment vague qui l'étreint va se dissiper, que sa femme et sa fille sont là-bas, à attendre tranquillement. Elles ne sont pas chez son beau-frère. Et les deux hommes, en courant cette fois, reviennent rue Bruyère. Ils frappent, alertent les voisins, essayent d'enfoncer la porte, de plus en plus persuadés qu'il se passe quelque chose, car là-haut, derrière les volets clos, la faible lueur jaune continue son étrange manège. Il est arrivé un malheur, dit M. Lancelin. Il faut prévenir la police. Au commissariat, on donne à M. Lancelin et à son gendre 2 agents et un brigadier pour les accompagner. Par un immeuble voisin, l'un des gardiens réussit à pénétrer dans la maison et à ouvrir la porte. On essaie d'allumer, mais le courant est coupé.
le brigadier prend la tête des opérations, muni d'une lampe de poche et d'un revolver. Il entame, prudemment, la montée de l'escalier. Retenant son souffle, M. Lancelin suit la progression du faisceau lumineux sur les marches, qui grincent. À la 4e marche, apparaît un mince filet sombre. Quelque chose s'écoule du palier, lentement. Le brigadier franchit les dernières marches d'un bond et s'arrête, pétrifié. Du rez-de-chaussée, M. Lancelin crie « Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Ne montez pas! Je vous en supplie, ne montez pas !» hurle le brigadier. Livide, figé sur la dernière marche de l'escalier, il tremble, en fixant une chose sur le tapis ensanglanté, une chose fascinante, répugnante, une chose si terrifiante, dans le petit rayon de lumière qu'elle dépasse l'imagination. Le spectacle, le plus horrible, qu'ait jamais vu un policier. Un œil, unique, gît, sur la dernière marche du palier. Les 2 agents se précipitent à leur tour, et c'est à la lueur des 3 torches que l'on découvre le reste. 2 cadavres, au visage écrasé, aux orbites creusées, 2 cadavres de femmes, presque nus, tailladés, hideux. Le voilà le crime sans précédent dans les annales policières, commis avec une barbarie que les experts seront incapables de comprendre et qu'ils qualifieront de raffinement propre aux non-civilisés. Tout en haut, une faible lumière barre le bas de la porte de la mansarde des domestiques. On frappe. Pas de réponse. Alors le brigadier donne l'ordre d'enfoncer le battant. Derrière la porte de la chambre des bonnes, les policiers découvrent Christine et Léa, recroquevillées contre le mur, les yeux hagards. Les 2 sœurs sont en chemise de nuit, dépeignées, on dirait 2 fantômes fous. Tout d'abord, la réaction du brigadier est de penser que les 2 filles se sont réfugiées dans leur chambre pour fuir le ou les agresseurs. Mais, à la première interrogation, Léa, blottie dans les bras de sa sœur aînée, répond froidement « C'est nous qui avons tué. Nous ne regrettons rien. » Cet étrange crime allait laisser perplexes tous ceux qui l'étudièrent dès le lendemain. Immédiatement après leur inculpation officielle, les 2 sœurs sont examinées par le médecin aliéniste qui dirige l'asile du Mans. Le juge d'instruction est en effet persuadé qu'il a affaire à 2 folles. Le docteur Schutzenberger déclare à la presse, le 6 février 1933, « 1 mois au moins d'examen multiple est nécessaire à l'étude de ce cas qui est difficile du fait que les 2 inculpées ne peuvent pas légalement être internées dans un asile. Elles doivent rester en prison. » Et il ajoute « Ce crime pose un problème délicat d'ordre pathologique dont la difficulté est accrue du fait qu'il s'agit de 2 sœurs vivant ensemble et qu'il convient de déterminer la part de responsabilité de l'une ou de l'autre dans l'accomplissement de l'acte criminel. » Autrement dit, et paradoxalement pour le médecin aliéniste, il s'agit de savoir laquelle est la plus folle des 2. Seulement, avant le procès qui les amènera aux assises, les 2 sœurs Papin ne furent examinées que 2 fois et fort succinctement par 3 experts qui, tous les 3, déposèrent sur le bureau du procureur de la République un rapport clair, net et précis. Au point de vue héréditaire, au point de vue physique, pathologique, nous n'avons trouvé chez ces 2 femmes aucune tare susceptible de diminuer leur responsabilité pénale. Elles ne sont ni folles, ni hystériques, ni épileptiques. Elles sont normales et pleinement responsables. Normales. Pendant 7 ans, oui. Pendant 7 ans de réflexion peut-être au service des Lancelin, Christine et Léa
sont des domestiques sans problème. Elles mènent une existence morose, faite de travaux monotones, levées tôt, couchées tard, pour un salaire de 300 francs par mois, nourries et logées. Elles ne sortent jamais, terrées la plupart du temps dans leur mansarde, accumulant les payes, pour arriver d'ailleurs à la jolie somme de 25 000 francs d'économie le jour de leur arrestation. L'aînée surveille jalousement la cadette, pas un galant à l'horizon, plus de famille. Elles forment une sorte de couple dont le mari serait Christine. Normal? Le jour du crime, elle semblait l'être. Léa repassait dans la lingerie, Christine triait les torchons. Tout à coup, le fer électrique fait une étincelle et les plombs sautent. C'est la deuxième fois cette semaine qu'un incident de ce genre se produit. Lorsque Madame Lancelin et sa fille rentrent vers 5 heures, il n'y a pas de lumière et le fer est hors d'usage. La patronne fait une remontrance en 7 ans. Ce n'est sûrement pas la première. Et c'est là, à 7 secondes, brutalement, comme un déclic, comme une vanne qui s'ouvre, une avalanche qui gronde, c'est là que Christine se met en colère. Elle saisit un pot d'étain, se précipite sur sa maîtresse et se met à cogner, à cogner, à cogner. Elle hurle à sa sœur d'en faire autant. Léa, armée d'un marteau, se jette sur Geneviève, la fille de Madame Lancelin, et se déchaîne à son tour. Christine hurle à sa sœur, arrache-lui les yeux. Et Léa arrache. Léa n'a que 21 ans, elle peut subir à un certain degré l'autorité de sa sœur, mais quel étrange pouvoir peut la faire obéir à ce moment-là? Comment peut-elle, même si Christine le lui ordonne, arracher de ses mains les yeux d'une femme qui ne lui a rien fait? Comment peut-elle devenir tout à coup ce monstre, inhumain, cette machine à tuer, inconsciente? L'inexplicable se produit. La flambée de folie soudaine qui a saisi Christine passe dans l'esprit de sa sœur comme un fluide maléfique. Les deux victimes sont déjà à moitié mortes, mais la colère des deux sœurs ne se calme plus. Elles vont chercher les couteaux et taillades sans relâche sur tout le corps. Un carnage qu'il ne serait pas supportable de décrire plus longtemps. Puis, elles vont se laver, se changer et se cacher dans leur chambre jusqu'à l'arrivée des policiers. Normal? Lorsque la prison du Vert-Galant les sépare, Christine fait des crises d'hystérie pour qu'on lui rende sa sœur. Lorsque le juge d'instruction l'interroge, elle menace de lui arracher les yeux à lui aussi, puis à l'avocat, aux surveillantes. Lorsqu'on lui demande si elle avait des raisons quelconques d'en vouloir à ses patronnes, elle répond « non ». À propos des entailles du couteau que portent les corps de Madame et Mademoiselle Lancelin, Léa précise, d'une voix au perché, « Je leur ai fait des enciselures ». Dans certains journaux, parus peu après le crime, la vie des sœurs Papin devient un roman d'un réalisme douteux. On y parle de la longue souffrance de l'enfance cloîtrée, de la jeunesse atrophiée dans la servitude continuelle. On attribue au crime un caractère nettement social, de drame de l'esclavage. Pour les revues populaires à 3,50 francs, les sœurs Papin sont au pouvoir des forces occultes et leurs deux visages se trouvent en médaillon sur les couvertures. Le 28 septembre, 9 mois après leur crime, elles comparaissent ensemble devant les assises de la Sarthe. Le maire de la ville est obligé de prendre un arrêté spécial pour endiguer d'avance le flot populaire et interdit l'accès des alentours du palais de justice dès que le public est installé. Impatiente, la foule des privilégiés qui se pressent dans la grande salle attend l'entrée des deux bonnes. La rumeur les décrit comme deux monstres sanguinaires et inhumains. Un murmure presque déçu accueille l'entrée de deux silhouettes pâlottes. Christine, l'aînée, est entortillée dans un long manteau gris, Léa, plus petite, tout en noir, toutes deux les cheveux tirés, les yeux mi-clos, le même visage un peu lourd, au teint cendré. On dirait deux paysannes résignées, passives, attendant l'embauche. Un chroniqueur de l'époque commentant le procès estime que le débat fut répugnant et les dépositions des témoins à l'occasion d'un macabre déballage de pièces à conviction. Lorsqu'on a lu, comme je l'ai fait, tout ce qui a pu être écrit sur les sœurs Papin, on se demande pourtant ce qu'elles font là, à la barre, tout au long de cette journée. À attendre que l'on veuille bien leur dire si elles sont folles ou non, si on va les enfermer dans une cellule de prison ou dans une cellule d'hôpital. Oui, on ne peut pas s'empêcher de penser que ce procès ne les concerne plus et que les hommes qui sont là en robe noire devraient plutôt être en blouse blanche. Mais le procureur affirme que les crises d'hystérie de Christine sont de la comédie,
Et le rapport des médecins aliénistes ne provoque pas de surprise, sauf pour la défense. Pour admettre la folie, il faudrait, dit un éminent psychiatre, admettre que les sœurs Papin sont devenues folles le même jour à la même seconde. Or, ceci est sans exemple. C'est un crime de colère, conclut-il, et non un crime de fou. Vainement, le dossier de la défense tente de prouver le contraire. Christine et Léa ont eu un père alcoolique qui avait abusé de sa fille aînée, une mère hystérique, un cousin mort à l'asile, un oncle neurasthénique qui s'est pendu. Pas de tare héréditaire, affirme l'expert. Christine avait pour sa sœur une affection morbide qui exerçait sur elle un pouvoir certain. Elles sont parfaitement normales, rétorque à nouveau l'expert, au point de vue intellectuel, affectif et émotif. Normal. Nous y revoilà. Normal donc d'arracher les yeux de quelqu'un et de le larder de coups de couteau parce qu'un fer électrique ne marche pas. L'audience a duré toute la journée. C'est l'heure du dîner et l'on demande une suspension. Après quoi les jurés, en leur âme et conscience, et en 40 minutes, rendent leur verdict. Christine, l'aînée, est condamnée à mort. Léa, la cadette, a 10 ans de travaux forcés. Mais il était rare à cette époque qu'une condamnation à mort pour une femme soit appliquée, et la peine infligée à Christine Papin fut commuée en 20 ans de travaux forcés. On dut l'interner pourtant. Et elle mourut en 1935, 2 ans après le crime, dans un asile de Rennes. Quant à Léa, libérée après 8 ans de prison, elle travailla quelque temps comme femme de chambre dans un hôtel de luxe. Il se peut qu'au détour d'un couloir de palace, certains d'entre vous aient croisé, sans le savoir, l'unique témoin survivant de cet affreux dossier de la police. Vous venez d'écouter le récit extraordinaire de David, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Mindshift FR Studio. Et composition musicale, Charlie Productions, Daniel Gudy. Direction artistique, Xavier Andam. Patrimoine sonore, Éric Malceau. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement.